Donc bonjour à toutes et à tous et merci d'être là si nombreux pour cet événement de rentrée d'Idéal. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement, qui est à la fois un think tank et un institut de formation. Bienvenue dans ce lieu incroyable qui est une ancienne salle de boxe et une ancienne salle de théâtre. Voilà, donc vous pouvez imaginer des combats avec la foule en délire sur les coursives. On a quelques photos qui montrent cette époque-là. Donc, bienvenue pour un débat pacifique, on l'espère en tout cas, sur la propriété. On a appelé cet événement la propriété vol ou rêve. Et donc, nous allons parler de propriété ce matin. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a un an, nous avons publié, dans le cadre des recherches qu'on effectue, un atlas de l'accession à la propriété. Donc c'est un gros document très précis, très rigoureux, très savant, qui est aussi accessible parce que c'est un peu la marque de tous nos travaux. Mais on avait envie de le valoriser, d'en parler un peu plus que juste en le publiant sur notre site. Donc on avait d'abord fait une affiche qui est aussi la marque de fabrique de nos études. À chaque fois, on produit une affiche avec des graphistes. Donc merci pour cette affiche à Damien Bozza et Pedro Cardozo. Pardon. Les affiches sont à la sortie, vous pourrez en prendre si vous le souhaitez. Donc voilà l'affiche qui est là. Et puis, il y a plein de colloques sur le logement. Enfin, j'imagine que vous allez tous à des colloques sur le logement tout le temps. Sur la propriété, un peu moins. Et comme on va vous le faire ce matin, j'espère encore un peu moins, c'est-à-dire en faisant un pas de côté et en faisant intervenir des gens qui en parlent autrement de cette propriété ou qui sortent un peu de leur rôle pour en parler aussi. Pourquoi aborder le logement par la propriété ? Parce qu'en fait, tous les logements ont un propriétaire. Voilà. Donc c'est une bonne porte d'entrée pour aborder le sujet. C'est une manière d'engager les choses. Il ne s'agit pas ici de dire si on est pour ou contre la propriété, chacun a son avis, ce n'est pas la question. En revanche, on peut se demander sereinement et sans parti pris ce que la propriété encourage, ce qu'elle empêche, ce qu'elle fait à notre société et comment elle pourrait éventuellement évoluer. Donc c'est de ça qu'on va parler ce matin, parce que si tout le monde veut être propriétaire, parce que c'est un statut, c'est une quête, c'est un Graal, c'est aussi un poison, parce que tout le monde ne peut pas l'être. Alors, on tourne ce matin autour du mot « valeur ». On a choisi 3 tables rondes qui s'appellent « À la recherche des valeurs perdues »,« Valeurs marchandes ou valeurs refuge » et puis « Les communs comme valeurs absolues ». Donc 3 tables rondes qui seront ponctuées de cartes blanches avec peut-être quelques personnes un peu à contre-emploi ou en tout cas à côté, qui vous permettront de réfléchir autrement, j'espère, comme nous on essaye de le faire, et parce que le logement en a bien besoin. Juste avant, parce que sinon je vais oublier à la fin, je voudrais remercier toute l'équipe d'Idéal, donc Irène Béard, Antoine Pochon, Amaury Arnaud qui vient d'arriver, et puis les 2 chevilles ouvrières de la journée qui sont Irène Béard et Joseph Sibenaler qui est là-bas, qui se cache, donc qui a fait un stage de 3 mois à Idéal et qui a vraiment, nous a permis vraiment de réaliser cet ovni. Donc il finit son stage demain. Et c'est pas un couteau suisse, c'est un couteau luxembourgeois, mais je vous conseille de suivre cette jeune personne très douée. Voilà. Donc, pour commencer, on va partir à la recherche de la valeur perdue. Et donc, j'invite à me rejoindre Sophie Poirier, qui est autrice du livre Le Signal, Michel Ronet, qui est notaire associé à l'étude Chevreux, et Johan Mio, qui est chercheur, professeur à l'université Gustave Eiffel en aménagement et en urbanisme. Moi, je vais me mettre là. Alors, la propriété, c'est une aspiration bien légitime des ménages qui y voient une forme de protection physique, financière, un statut social et puis une réalisation personnelle, un aboutissement qui leur permettra aussi de laisser un héritage sur le plan financier, un patrimoine valorisable et une trace, celle d'avoir bâti quelque chose, une maison ou un projet. La propriété, c'est aussi le ciment des familles avant qu'elles en deviennent parfois la division. Et la propriété semble aussi être un moyen de s'enrichir ou de progresser dans un parcours résidentiel qui facilite l'ascension sociale. Alors ça, c'était avant.
Parce qu'aujourd'hui, aux raisons qui rendaient légitime et désirable la propriété, s'ajoutent ou se substituent des situations contemporaines qui en changent le sens et les effets. Alors évidemment, la menace climatique qui devient une menace physique très concrète dans certains endroits, des obligations de travaux qui sont aujourd'hui qui existent aujourd'hui pour les bailleurs et qui pourraient exister bientôt pour les propriétaires occupants, tout simplement à cause du coût de l'énergie ou à cause de la valeur verte qui va être peut-être intégrée dans la valorisation du patrimoine. Une plus-value qui est de moins en moins garantie parce que les prix sont trop élevés et que dans certains territoires, ils baissent. Une fiscalité dont on ne sait pas trop ce qu'elle va devenir, et puis une organisation en copropriété qui fait qu'il est très difficile d'agir sur le parc résidentiel et notamment pour le rénover. Donc voilà, des valeurs anciennes, des valeurs perdues, et dans ces valeurs, il y a évidemment une valeur financière, et au-delà, celle du partage et du bon sens qu'on a peut-être perdu de vue au nom de la spéculation. Alors, pour en parler, donc, je vais d'abord commencer à passer la parole à Sophie Poirier et pour parler de la propriété en danger. Et Sophie Poirier, est une autrice qui a écrit un livre sur le Signal. Le voilà. Et le Signal, c'est un immeuble à Soulac-sur-Mer qui était une promesse de bonheur absolu, de vue magnifique, de propriété tranquille et qui a disparu. Et on va voir comment. Donc, le Signal, il porte bien son nom parce qu'il annonçait, il prévenait, et malgré cela, l'histoire dramatique, une sorte de cas d'école de la propriété détruite et de la perte de valeur, est arrivée. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce projet qui est devenu une catastrophe? Bonjour. Alors, je ne pense pas qu'aujourd'hui, une agence de communication appellerait une résidence Le Signal. À mon avis, on serait plutôt sur le Belvédère ou des noms comme ça. C'est vrai que le nom aujourd'hui apparaît comme prémonitoire. Il faisait sans doute référence à une antenne dans la forêt qui était dédiée aux marins qui passent au large. Le Signal, donc, c'est une résidence qui a été construite à Soulac-sur-Mer. Peut-être que certains d'entre vous connaissent cette station balnéaire. Qui est à la pointe du Médoc. Ensuite, il y a le Verdon, on passe le Bac, on est à Royan. Voilà, c'est un peu à cet endroit-là. On l'appelle aussi cet endroit la fin des terres. Donc on est vraiment dans un endroit qui a été très longtemps peu développé au niveau du tourisme. Dans les années 60, il a été décidé donc de construire cette résidence qui en fait devait être, donc là vous voyez sur la photo, c'est une résidence qui se compose de 2 bâtiments, mais qui au départ devait en comporter 9. Et je pense que le geste architectural était lié à cette ligne un peu déstructurée, mais sinon c'est un bâtiment qui n'a rien d'exceptionnel ou de remarquable, qui est plutôt comme un bâtiment HLM classique. Il a été construit donc à la fin des années 60, à 200 mètres de l'océan, c'est-à-dire qu'au devant de l'immeuble, il y a 200 mètres, une forêt, une dune, et même certains propriétaires m'ont confié qu'on ne voyait pas la mer depuis le premier étage au départ. Donc vraiment quelque chose qu'on a du mal à imaginer quand on voit cette photo. Ce bâtiment est construit au moment où il y a tout un programme d'aménagement du territoire lié au tourisme en Aquitaine, à l'époque on disait Nouvelle-Aquitaine. Et il y a aussi des projets de développement liés au terminal pétrolier de la zone portuaire de l'autre côté sur l'estuaire, avec une prospective d'un développement on imaginait presque 20 000 habitants dans cet endroit-là en l'an 2000, et aujourd'hui en hiver il y a à peu près 2000 habitants. Donc le développement n'a pas eu lieu, et le projet des 9 bâtiments s'est réduit à 2 pour cause de faillite mystérieuse. Faillite du promoteur en plein chantier, déjà. Voilà, Ça commençait bien. Il y avait des signes, mais qui n'ont pas été
entendu. Donc les gens qui habitaient là, je précise que moi j'ai jamais habité dans cet immeuble, les gens qui habitaient là ont vu, évidemment, ils étaient aux premières loges, ont vu arriver l'océan petit à petit. On est sur 50 années d'existence d'un bâtiment. Et donc, au bout de 50 ans, l'immeuble, après des tempêtes à l'hiver 2013-2014, est placé en arrêté de mise en péril, évacué en 48 heures à la demande de la préfecture. L'océan est à 9 mètres. C'était l'image qu'on voyait tout à l'heure, où effectivement, l'océan est là, quoi, devant. Donc moi, j'ai découvert ce bâtiment à ce moment-là, quand il est vide de ses habitants, et effectivement, 48 heures pour partir, ça laisse des appartements ouverts et presque en l'état pour certains, où rien n'a été bouleversé, en tout cas avec beaucoup, beaucoup de traces de vie plutôt que de dégradation. Ce qui a sans doute déclenché, moi, mon désir de raconter cette histoire et de m'obséder pour cet immeuble. Il y a eu évidemment des questions qui ont été posées, qui sont sûrement des questions qu'on verra tout à l'heure sur les responsabilités, qui payent, pourquoi être expulsé comme ça, qu'est-ce qu'on fait de ce bâtiment qui est resté comme ça presque 10 ans tout seul abandonné. Je dis tout seul abandonné parce que moi je l'ai personnifié un peu, et voilà, c'est un livre un peu d'amour sur un immeuble. Il est resté comme ça en première ligne, étonnamment fragile, alors que voilà, vous voyez, c'est une masse comme ça, un peu solide, il semblerait qu'il n'y a pas eu de fissure de tout ce temps-là, donc bien construit. Et il a été après de nombreuses procédures, décision à prendre, qui va payer la démolition, le désamiantage d'abord. Il a été démoli l'an dernier, en février 2020. Voilà. Quasiment 10 ans après la démolition. Donc ça n'est pas ici, ça n'est pas l'océan qui a fait son travail. Pour préciser juste, la station balnéaire de Soulac, c'est une station classée Art déco. Et cet immeuble, évidemment, est plutôt surprenant à côté. Et donc, ça lui a valu pendant longtemps le surnom de la verrue, surnom qu'il garde encore dans les discussions. Voilà. Donc, la verrue a perdu sa valeur? Oui. Au départ, on a proposé, quand ils sont partis, on leur a proposé 20 000 euros de dédommagement pour leurs appartements, qui étaient des appartements assez simples. Il n'y avait pas d'ascenseur, pas de terrasse. Enfin, voilà, c'était quand même une construction assez simple des années 70. Voilà. Merci. Alors, Michel, vous êtes notaire. Peut-être que vous avez suivi des transactions dans cet immeuble, ou peut-être pas. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça dit, cette histoire un peu exemplaire d'une valeur qui disparaît, et dans un contexte qui là est un peu exceptionnel, mais quand même qui se répand. C'est-à-dire que je pense par exemple aux habitants du Pas-de-Calais qui ont été inondés 4 fois l'année dernière. Quelle est la valeur de leurs biens aujourd'hui, et finalement quelle est la responsabilité des uns et des autres dans cette histoire, dans ces histoires? Alors non, je n'ai pas fait de transaction dans le Signal, donc j'ai pas été confrontée spécifiquement à cet immeuble et à cette histoire. Toutefois, en fait, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que la question climatique est en train d'impacter très clairement la question de la propriété. Et la propriété, en fait, si on se place du point de vue du propriétaire, peut devenir un danger pour lui. Parce que finalement, avant même la question de la perte de la valeur, sa vie ou sa santé peut être en péril du fait de cette propriété et du fait qu'il est installé à cet endroit-là. Alors, si
après, on parle du point de vue de la valeur et de la question des responsabilités. En fait, ce qu'il faut bien voir sur la question du risque climatique, c'est que, en fait, on a des réponses qui sont pas les mêmes en fonction des types de risques dont on parle. Et c'est ça aussi qui fait que les choses sont un peu compliquées et assez compliquées pour les propriétaires dans leur de compréhension de ce qui leur arrive et comment, en fait, ils vont être traités. Et en fait, ce qu'on constate aussi, c'est que aujourd'hui, on va dire le droit pose un certain nombre de questions en ce qui concerne les problématiques d'indemnisation et les problématiques d'information. Étant ici précisé que sur la question du risque, aujourd'hui, on a un peu l'impression que tout le monde se met la tête sous le tapis pour ne pas vouloir régler ces questions-là, parce qu'en fait, il y a une sorte de vertige absolu de la question de l'indemnisation. Alors, en ce qui concerne les types de risques dont on parle, en fait, vous avez deux grands types de risques. Il y a ce qu'on appelle les risques prévisibles, et les risques prévisibles, c'est typiquement le sujet du signal. C'est-à-dire c'est des risques qui sont étudiés et dont on sait qu'ils vont à un moment donné arriver. Alors, notamment en France, un des risques prévisibles importants, c'est bien sûr l'érosion côtière, la question du trait de côte. Donc aujourd'hui, c'est identifié. On sait quels sont les risques à 2030, à 2050, à 2100. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des milliers de bâtiments concernés par ce risque. Et en fait, ce qu'on sait aussi, c'est que aujourd'hui, normalement, ce type de risque n'est pas indemnisé, puisqu'il est prévisible. Sur le signal, il y a eu indemnisation. On est allé après au-delà des 20 000 euros parce qu'il y a eu des contestations, etc. Mais on peut se dire que c'est parce que c'était un peu le premier bâtiment qui était confronté à cette problématique. Il y a une loi spécifique qui est intervenue pour prévoir l'indemnisation des propriétaires. Mais on voit bien que si on traite de l'indemnisation de l'ensemble des propriétaires concernés par ce risque prévisible, à un moment donné, on va avoir un sujet de finances nationales, et on sait très bien qu'aujourd'hui, on n'a peut-être pas les moyens de ce traitement. Donc il faut très clairement, sur ce risque prévisible, trouver des solutions juridiques qui sont, on va dire, totalement prospectives aujourd'hui pour essayer de traiter cette question. On remarquera que sur ce risque prévisible, aujourd'hui, donc il y en a la connaissance, les pouvoirs publics ont la connaissance de ce risque, les notaires qui font les transactions ont la connaissance de ce risque, en informent les propriétaires qui achètent, et aujourd'hui, vous avez encore beaucoup de transactions qui interviennent à des montants extrêmement élevés, compte tenu de la localisation des biens. On va dire qu'un des sites concernés par le risque prévisible, bien sûr, c'est le Cap Ferré. Sur le Cap Ferré, les transactions sont encore à des prix extrêmement élevés. Et en fait, on voit très bien que les personnes qui achètent, qui deviennent propriétaires, n'achètent pas en fait une propriété éternelle qu'ils vont transmettre, etc. Ils achètent une propriété dont ils savent qu'elle est temporaire, ils achètent un usage donné. Donc on voit déjà que sur ce type de bien, en fait, la manière dont un certain nombre de personnes qui achètent regardent la question de la propriété. Juste un point, donc ça c'est le risque prévisible. Après, à côté de ce risque prévisible, vous avez le risque imprévisible, qui sont liés à des catastrophes. Donc les sols argileux qui gonflent, les inondations, les feux de forêt, etc. Et là, en fait, on est dans une situation très différente parce que donc là, il y a indemnisation souvent, grâce notamment au fonds Barnier. Et là, en fait, on est dans une situation très différente.
on est dans une situation où je pense qu'aujourd'hui, quand les gens achètent ce type de biens, en fait, les gens ne sont pas correctement renseignés sur ce qu'ils achètent. C'est-à-dire les propriétaires des maisons du Pas-de-Calais, quand ils ont acheté, même ceux qui ont acheté récemment, n'avaient pas la compréhension et la connaissance de ce qu'ils achetaient. Et ça, c'est lié au fait qu'aujourd'hui, suite notamment à l'affaire de Vaison-la-Romaine, il y a eu l'obligation d'intégrer dans les transactions immobilières ce qu'on appelle l'état des risques. Mais aujourd'hui, l'état des risques est un document qui, en fait, est plus ou moins bien fait et ne permet pas à ceux qui achètent d'avoir la compréhension de ce qu'ils achètent. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet d'information qui est fondamental dans le cadre des transactions pour éviter en fait des catastrophes telles qu'on le voit dans le Pas-de-Calais. Merci beaucoup. Alors, Yoann Miot, une autre forme de perte de valeur qui n'est pas forcément liée au climat. Vous travaillez sur les villes en décroissance, donc les fameuses shrinking cities, dont vous allez nous donner peut-être la définition. Et vous avez analysé cet appétit de propriété à tout prix, je mets entre parenthèses, et puis c'est une question en fait. En fait, dans quel cas est-ce que vous diriez que cette envie d'habiter se double d'une envie de posséder pour s'enrichir? Parce que ça n'a pas toujours été le cas. C'est pas non plus une question nouvelle. Au cours des dernières années, il y a eu quand même cette envie de spéculation, ou ce système qui poussait à la spéculation. Et puis peut-être que ça change à nouveau. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur les territoires que vous avez étudiés? Oui, alors donc effectivement, moi je travaille sur l'envers de toute une partie de la France qu'on regarde peu. Je travaille sur ces territoires qui perdent de manière structurelle de la population et des emplois. Donc de manière structurelle, ça veut dire inscrit dans la durée. Quand on dit dans la durée, c'est 40-50 ans. Ça correspond à 15,1% de la population française qui vivent dans ces territoires. C'est 48% des aires urbaines de plus de 10 000 habitants qui sont dans cette situation de perte de population structurelle. Donc ce n'est pas un phénomène marginal, mais c'est un phénomène qui est peu connu. Et donc ça, c'est le type de territoire. J'ai étudié des villes petites et moyennes, comme Vitry-le-François, sous-préfecture de la Marne, Thiers, sous-préfecture du Puy-de-Dôme, Ambert, ou encore d'autres, ou des villes plus intermédiaires, comme Dunkerque, avant le lancement de son grand programme de réindustrialisation. Donc voilà un peu le type de territoire auquel je m'intéresse. Par rapport à cette question de la logique rentière, effectivement, ce n'est pas une question nouvelle. La littérature française du 19e siècle en témoigne parfaitement, notamment Zola avec La Curée, ou encore Paubouille, qui est un bon roman qui témoigne du rapport à la propriété des Français. Mais comme l'a montré Christian Topalov dans son ouvrage Histoire le logement en France, histoire d'une marchandise impossible, le système rentier s'est effondré sur lui-même au moment de la Première Guerre mondiale parce que ce système rentier était en incapacité de répondre aux besoins de logement de la grande partie de la population française, parce qu'il était intéressé à produire un revenu versé aux propriétaires qui devait être constamment croissant. Et donc il y avait une incapacité structurelle à répondre en besoin en logement par ces acteurs propriétaires bailleurs privés. Ça rappelle peut-être quelques questions un peu contemporaines, ce que vous dites. Tout à fait. Et en fait, donc à la suite de ce mouvement-là, il y a eu un mouvement de démarchandisation du logement, c'est-à-dire de se dire que ça devait être une question publique pour permettre d'améliorer les conditions de logement du plus grand nombre et de leur permettre d'accéder à un prix raisonnable au logement. Et ce mouvement s'est inversé à partir des années 70, au moment où s'engage en fait tout un tas de réformes de protection sociale à l'échelle de l'Europe et à l'échelle de l'ensemble des pays à l'économie capitaliste avancée, c'est ce qu'on appelle dans la recherche, et on a constitué un système qu'on appelle un régime de protection sociale fondé sur la propriété. En anglais, ça s'appelle l'asset-based welfare. Et cet asset-based welfare a eu plusieurs étapes. D'abord, faire en sorte que le plus de propriétaires, le plus de ménages accèdent à la propriété occupante. Et puis, quand on a atteint le maximum d'un taux de propriété occupante, on a favorisé
d'autres formes de propriété. Une propriété d'abord locative, avec l'ensemble des dispositifs de défiscalisation immobilière qui ont été mis en place, puis aussi maintenant des formes de propriété locative temporaire, comme la location meublée non professionnelle, et qui changent le rapport au bien-logement. Le bien-logement n'a plus seulement une valeur d'usage et une valeur marchande d'échange, ça devient aussi une valeur d'échange où le propriétaire raisonne en espérant posséder ce bien de manière temporaire et de générer une plus-value. Ce qui fait qu'on passe non plus d'une marchandise, mais à un actif, qui est cette caractéristique même d'un bien possédé de manière temporaire dans la perspective de générer une plus-value. Et ça, c'est un changement de rapport au bien-logement qui explique aussi en partie l'inaccessibilité économique croissante du logement et la crise sociale du logement qui frappe une partie de la population française. Dans mes terrains, donc moi je m'intéresse à l'inverse à des territoires où les valeurs vénales et les valeurs locatives sont faibles. Je m'intéresse à des terrains où, par exemple, la valeur moyenne immobilière est en dessous de 1 000 euros, où les valeurs vénales ou les valeurs locatives sont à moins de 6 euros du mètre carré dans le parc locatif privé, et où la vacance résidentielle est extrêmement importante. Et ce qui est intéressant de voir, c'est à quel point cette géographie de la dévalorisation immobilière, elle est étroitement liée aux restructurations économiques que connaît la France. Les territoires qui vont être concernés par cette géographie de la dévalorisation, ce sont principalement des villes petites et moyennes à économie industrielle ou à économie administrative qui ont été frappées par la restructuration de l'État et sous les effets des politiques d'austérité, les petites villes qui possédaient une trésorerie générale, un petit tribunal, etc., qui sont en fait qui perdent des emplois de ce fait-là et qui donc perdent également de la population. Et puis également de grandes agglomérations industrielles. Et ça nous indique deux choses. C'est bien les territoires les plus fragilisés par les restructurations économiques qui sont frappés par ce processus de dévalorisation. Voilà ce que je... Merci. Donc on arrive assez vite dans le cœur du sujet qu'on voulait aborder. Ma deuxième question, elle portait sur la propriété aliénante, ce qui est un peu paradoxal parce qu'on a plutôt l'habitude de dire que la propriété, ça rend libre parce qu'on ne doit rien à personne, on ne doit plus rien à son banquier, on fait ce qu'on veut de son logement, etc. Et c'est ce rêve un peu qui a été promu dans les années 80, à partir des années 80, en tout cas par les politiques publiques de facilitation d'accès au crédit, développement de tous les instruments d'aide publique, et y compris de défiscalisation dont vous avez parlé, et qui permettait aussi de transférer la charge de l'État et des collectivités vers les ménages. Alors, ce que j'aimerais aborder maintenant, c'est les effets collectifs de cette propriété qui perd de sa valeur ou qui en a trop. Et peut-être, Johan, vous les analysez aussi dans votre travail, ces effets collectifs. Quel est l'enjeu sociétal et collectif quand la valeur diminue ou disparaît? Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors déjà, d'un point de vue collectif, on ne va pas se mentir, c'est vu comme un non-problème. En tout cas, la dévalorisation immobilière est vue comme un non-problème, particulièrement par les acteurs nationaux. Et c'est beaucoup moins vrai quand on va être au niveau local. Alors quand même, dans ce milieu, on a l'habitude de dire que quand les prix montent, c'est la reprise, et quand les prix baissent, c'est la crise, quand même. Oui. Mais là, en fait, dans cette perspective-là, on est vraiment sur des territoires qui sont peu regardés, peu étudiés. Les acteurs nationaux, eux, disent, en fait, c'est bien dans ces territoires, le logement est pas cher, il n'y a pas de difficulté pour louer. Donc, ce sont des territoires qui ne sont pas spécifiquement à enjeu. Et sauf que ce regard qui reste dominant chez les acteurs nationaux cache les effets profonds que produit cette perte de valeur immobilière dans les territoires et globalement cette déstructuration du fonctionnement des systèmes locaux de l'habitat. Premièrement, en fait, qu'est-ce que ça a comme effet? D'abord, la vacance, ça a des effets sur le cadre de vie et sur le fonctionnement des quartiers. Vous avez
Vous avez des centres-villes, des quartiers qui sont marqués par donc une succession de biens plus ou moins dégradés en raison de l'inoccupation. Et ça a des effets sur le fonctionnement de l'ensemble de ces quartiers. Vous avez des immeubles qui s'effondrent à bas bruit dans ces petites villes. Par exemple, la ville de Thiers, que j'ai étudiée, qui a connu 18 situations d'effondrement d'immeubles depuis 2020. Et c'est plus que l'événement de la rue d'Aubagne à Marseille, du fait de l'inoccupation structurelle de ces propriétés. Deuxième effet, la perte de valeur locative, ça conduit à un sous-entretien chronique de la part des propriétaires bailleurs. Et vous avez un état de dégradation extrêmement important du parc locatif privé qui pose problème ensuite pour offrir une qualité de logement suffisante aux habitants de ces territoires. La faiblesse des valeurs vénales, ensuite, ça a aussi des effets pour les propriétaires occupants. Alors, ces propriétaires occupants qui s'intéressent, qui achètent ces logements, ont deux valeurs, une valeur d'usage, et donc ils vont entretenir leur logement, ils vont potentiellement réaliser des travaux, mais au moment où ils vont faire face à une difficulté dans la vie, où ils vont devoir réaliser une mobilité professionnelle, où ils se séparent, l'argent qu'ils vont avoir investi dans ce logement ne sera pas récupéré. Il sera perdu parce que le bien qui avait une valeur d'usage, dans lequel ils vont avoir réalisé des travaux de rénovation énergétique, des travaux d'amélioration globale du logement, eh bien, ne sera pas récupéré parce que, de toute façon, un bien bien entretenu dans ces marchés, ça vaut 1 000 €, même si, pour avoir réhabilité complètement le bien, on a fait 1 500 € par mètre carré de travaux. Et donc, là, il y a une perte de valeur qui met en difficulté également ces ménages dans ce type de territoire. Et donc, c'est des questions qui sont prises en charge par les acteurs publics qui vont essayer de régler les problématiques de vacances, qui vont essayer de stabiliser les fonctionnements locaux de l'habitat. Vous savez combien de personnes ça représente, ces villes en décroissance, enfin, combien il y a de villes ou le taux de population qui peut être concerné par cette question? Oui, je le disais, c'est 15,1% de la population française qui vit dans ce type de territoire. C'est plus que la population de l'Île-de-France. C'est important d'avoir ça en tête parce que c'est un phénomène dont on ne parle pas mais qui est quand même extrêmement important. Donc, beaucoup de villes quand même. Oui, c'est ça fait 48% des aires urbaines de plus de 10 000 habitants et il y a 540 aires urbaines de plus de 10 000 habitants. Donc vous voyez, ça fait quasiment 250 aires urbaines en France, principalement situées dans le centre-est de la France. Merci. Alors Michel, est-ce que, compte tenu de ce qu'on a dit là, de ce qu'a dit Johan, est-ce qu'on peut arriver à parler aujourd'hui, est-ce que la question se pose de la fin d'un modèle, d'accession à la propriété, la fin d'un rêve collectif qu'on nous a vendu collectivement et auquel on a adhéré tous individuellement, mais en y allant en franco. Enfin, on était contents de devenir propriétaire. C'est quelque chose qu'on fait pour accéder à un statut social, parce que c'est une sorte de protection sociale, en tout cas, où ça a représenté ça. Et on est capable de se saigner aux 4 veines pour devenir propriétaire. En se privant d'un certain nombre d'autres choses. Donc on verra peut-être après les pistes qui pourraient être des alternatives. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à la fin d'un modèle qui a créé de fortes inégalités territoriales entre les générations et puis entre les ménages, tout simplement? Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on arrive à la fin d'un modèle, parce que, en tout cas, à la fin d'un modèle pour tout le monde, oui. Mais aujourd'hui, la propriété, pour un certain nombre de personnes, répond totalement au modèle en question, en fonction du territoire dans lequel vous êtes, de la localisation. Donc, si par contre il s'agit d'un modèle répondant aux aspirations de l'ensemble de notre société, on peut dire que oui, là tu as raison. Oui, juste pour préciser, donc en France, il y a 60% de propriétaires. On a l'habitude de dire qu'on est un pays plutôt de propriétaires. En fait, on est dans la moyenne européenne. Il y a des voisins nordiques qui sont plus locataires, des voisins du sud qui sont beaucoup plus propriétaires, mais à peu près, on est dans la moyenne quand même. Oui, mais c'est vrai que souvent on a cette idée fausse de dire que la France est le pays où il y a le plus de propriétaires par rapport aux autres pays de l'Europe. C'est faux.
hein. Donc voilà. Alors moi, par rapport à la question du modèle, c'est-à-dire la propriété comme élément de sécurité, de progression sociale et finalement de bonheur ou de rêve, oui, dans un certain nombre de cas, c'est absolument pas ça que l'on a. Et moi, je voulais réagir par rapport à la question que tu posais, qui était est-ce que la propriété peut être aliénante ? Et réagir aussi à ce que disait mon voisin. Quand on regarde ce que ça veut dire aliénante dans le dictionnaire, aliénante, ça veut dire qui contraint et quelque chose qui fait de nous un esclave. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que dans un certain nombre de situations, la propriété peut faire du propriétaire un esclave. Un esclave pour plusieurs raisons. Parce que, en fait, cette propriété qui, normalement, devait être un symbole de liberté, cette propriété, pour lui, va être un symbole de contrainte extrêmement forte, parce que, potentiellement, il ne pourra pas la vendre, ou il ne pourra la vendre qu'à un prix bien inférieur au montant auquel il l'aura acheté, ou au regard des investissements qu'il aura fait, ou cette propriété, il ne pourra pas la louer, pour des raisons d'état du bâtiment ou des raisons tout simplement d'état du marché et de la demande. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que la propriété, la plupart du temps, pendant très longtemps, on est contraint par un emprunt, et donc que cet emprunt contraint fortement notre capacité à vendre le bien. Puisque s'il y a perte de la valeur et que en parallèle je dois rembourser mon emprunt, réemprunter pour réacheter, la propriété devient extrêmement contraignante dans des endroits où il y a perte de valeur. Donc ça, c'est vraiment un point important et c'est quelque chose qui aujourd'hui est de plus en plus prégnant quand on voit, on va dire, les différentes transactions et les différentes personnes confrontées à ces nécessités de revendre pour des raisons professionnelles, pour des raisons familiales. Et là, la propriété est vraiment un élément, on va dire, d'esclavage, je pense, important. Et un élément de fragilisation, c'est-à-dire elle est plus un élément de sécurité, elle est un élément de fragilisation. Et je pense aussi qu'il ne faut pas oublier qu'à côté des territoires où on constate une baisse de valeur liée aux problématiques notamment économiques de décentralisation, vous avez aussi dans des territoires qui peuvent être des territoires dont on pense que économiquement tout va bien, on a aussi des propriétés qui sont extrêmement aliénantes du fait de l'état du patrimoine. Et notamment, on a quand même un phénomène important de copropriété dégradée. Et les copropriétés dégradées sont un élément de fragilité important et d'aliénation important pour les propriétaires. Vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle, vous savez, les ORCOD, qui sont des territoires dans lesquels les pouvoirs publics ont décidé d'intervenir pour faire en sorte de lutter contre les copropriétés dégradées. Donc les pouvoirs... Juste, oui, copropriété dégradée, je pense que peut-être tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est. Donc des copropriétés dans lesquelles les propriétaires n'ont plus les moyens du tout d'entretenir leur bâtiment, ni les parties communes, ce qui fait que le bâtiment habité se dégrade de manière très rapide et très grave. Se dégrade de manière très rapide et très grave. Et donc aujourd'hui, vous avez un certain nombre de territoires, notamment en Île-de-France, à Grigny, Clichy-Montfermeil, Mantes-la-Jolie, donc très proche de Paris, où en fait vous avez une dégradation extrêmement forte du patrimoine, une baisse de valeur extrêmement forte du patrimoine, et avec des propriétaires dans des situations extrêmement difficiles. Et ces copropriétés dégradées, vous en avez bien sûr
en Île-de-France, mais vous en avez dans toutes les grandes métropoles françaises. Et donc, si on prend l'exemple de Clichy-Montfermeil, à Clichy-Montfermeil, ou à Grigny d'ailleurs, vous avez des gens qui ont acheté il y a une quinzaine d'années et qui ont acheté dans l'idée d'un progrès social, de liberté, de sécurité, et qui donc ont emprunté pour ce faire, et qui en fait se sont trouvés à un moment donné confrontés très vite au fait qu'ils n'étaient pas capables, au regard de leurs revenus, de payer leurs charges de copropriété. Et au fil du temps, en fait, ils n'ont pas payé leurs charges de copropriété, ils ont préféré payer bien sûr leur emprunt, ils ont eu plus peur de leur banque que du syndic de copropriété, et au final, la propriété s'est dégradée de manière importante, donc des pertes de valeur importantes, et aujourd'hui, dans le cadre des plans d'acquisition de ces biens, ce qu'on constate, c'est que donc, les biens sont bien sûr rachetés à la valeur de marché actuelle, mais des biens dégradés, donc pas du tout à la même valeur d'origine. Et en fait, on se retrouve confronté à des populations, quand ils vendent leurs biens, ils sont tellement endettés que, en fait, le prix d'acquisition de leurs biens pour plus de la moitié de ces personnes ne va pas être touché en totalité. Voire certains, une fois qu'ils auront vendu leurs biens, continueront à être endettés. Donc on voit combien, en fait, dans ces situations économiques liées à, on va dire, la dévalorisation économique du territoire ou liées finalement à la dévalorisation économique des bâtiments dans lesquels on se trouve, va être un phénomène de fragilisation des copropriétaires. Et on voit que ce modèle de j'achète, j'emprunte et finalement ma propriété va augmenter, va se valoriser et je pourrai finalement rembourser très facilement mon emprunt, est un modèle qui est pas du tout généralisé sur l'ensemble de notre territoire. Merci. Sophie, en tant qu'autrice, parce que votre livre, en fait, c'est un roman, il faut préciser quand même, cette disparition de l'immeuble et de la vie qu'il y avait dedans au bout de 50 ans, enfin, on parle aussi de cette période-là, c'est cette période-là, 50 ans. Comment vous analysez ce symbole et cette époque peut-être qui se referme de cette propriété heureuse ou de cette propriété facile ? Alors c'est vrai qu'en plus là on parle de propriétés qui étaient plutôt destinées aux vacances, donc certains habitants y habitaient à l'année, mais voilà, sinon c'était des lieux de vacances d'été, avec aussi la perspective, c'était indiqué dans le document pour acheter les appartements, pour vos vieux jours, donc il y avait quand même cette perspective de finir sa vie à cet endroit-là. C'est moi, ce que j'ai compris en l'observant beaucoup pendant à peu près sur cette période d'une dizaine d'années, c'est d'abord comprendre cette sorte d'élan de la fin des 30 Glorieuses qu'on peut aussi juger un peu aujourd'hui de haut, mais qui finalement était aussi un véritable élan, une énergie pour cette construction, cet aménagement, cette accession à la propriété, les vacances, l'aménagement du tourisme. Donc ça, on sent vraiment qu'on était porté par cet élan. Et moi, concrètement, en m'intéressant à cette histoire, je comprends ce que ça veut dire 50 ans. Aujourd'hui, on dit très poétiquement à l'horizon 2050, comme si à l'horizon, c'était plus flou et plus loin. Que de dire dans 20 ans ou dans 30 ans ou dans 50 ans. Là, concrètement, je vois 200 mètres de distance, ce fantasme de l'infini, de la croissance infinie, du progrès, et très cruellement cet immeuble qui devient complètement laid, qui va peut-être tomber, qui est menaçant, qui est problématique, qui est problématique pour tout le monde, particulièrement pour la municipalité. Ça en devient, le Signal devient le symbole de cette problématique de l'érosion du littoral, du réchauffement climatique.
Il y a eu des articles qui titraient à propos des propriétaires un peu exagérément, mais les premiers réfugiés climatiques de France, quoi. Donc, tout d'un coup, le Signal a pris cette résonance comme ça extrêmement dramatique, avec, par exemple, le phénomène qu'on appelle la marée du siècle, qui a lieu tous les 18 ans, qui est une concordance de grandes marées, de vent, de pression atmosphérique, qui peut être extrêmement dangereux. Annoncé dans tous les médias, le Signal va peut-être s'écrouler, puisque c'était la marée du siècle en 2015. Bon, il ne s'est rien passé du tout, mais il y avait tout un tas de gens, des journalistes et des gens, c'est une scène que je raconte dans le livre, avec des ados qui, voilà, qui disaient, il paraît qu'il va s'écrouler, tu sais à quelle heure il s'écroule. Enfin bon, c'était une espèce de frénésie comme ça autour de cet événement. Donc, il est devenu comme ça très symbolique et de plus en plus dérangeant. Et aussi, ce que moi j'ai découvert et j'ai trouvé intéressant, c'était cette question de responsabilité collective. C'est-à-dire que les propriétaires qui étaient d'accord sur l'érosion du littoral, ça évidemment, quoi, posaient la question de voilà, qui est responsable de cette situation dans laquelle on se trouve, ce qui devient pour le coup une question existentielle assez large qu'on peut partager et qui est responsable de la situation dans laquelle on se trouve et qui va la payer, qui va nous aider, qui va nous sauver, qui va nous protéger de cette situation-là. Pour le moins, ils avaient envie, ils estimaient que la responsabilité pouvait être collective et qu'on pouvait partager voilà, cette chose. Donc ils ont interpellé les pouvoirs publics de cette façon-là. Là, sur la photo, c'est un tag qui a été fait par une habitante au moment de la démolition, enfin avant l'expulsion. Ici, on a été heureux. Ce qui est aussi une autre valeur de la propriété, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai rencontré, parce que l'aspect juridique m'intéressait moins, mais ce que j'ai rencontré, c'est aussi quelle valeur ont les souvenirs, quoi, voilà. Cette valeur affective, qu'est-ce qu'on en fait? Cette valeur, ce rêve, ce désir de transmission, ce monsieur qui était grand-père, qui avait voilà, passé ses vacances avec sa fille, puis sa petite-fille, et puis... oui, voilà, quelle valeur ça a, les souvenirs, notamment quand on doit donner une valeur à un bien qui, en plus, vaut moins que ce qu'il valait matériellement, mais en plus, voilà, ces lourdes valises... qu'on emporte ou pas quand on n'a pas le temps de les emporter, qu'est-ce que ça vaut? Merci beaucoup. Alors, est-ce que cette notion de propriété qui est un peu cabossée, abîmée, est-ce qu'on peut la réparer? Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, malgré tout ce qu'elle provoque, à titre individuel, à titre collectif, alors on ne peut pas non plus complètement tout jeter, mais est-ce qu'il y a des pistes auxquelles on peut réfléchir en termes de droit, en termes de pratique, en termes de comportement individuel, en termes de comportement collectif? Donc, Michel, le droit. Les notaires font évoluer le droit. Donc, est-ce que c'est à l'ordre du jour de vos réflexions, de congrès annuels, etc. Oh bah, bien sûr, de toute façon, la propriété a toujours beaucoup occupé les notaires. Ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, moi je vois un peu aujourd'hui trois grands angles où le droit essaye de traiter la question de la propriété, la question de la valeur, la question de la réparation. Donc il y a un premier sujet qui donc a beaucoup occupé les notaires, qui d'ailleurs a occupé le congrès des notaires le 119e congrès, dont je vois des membres éminents dans le public, Xavier Lièvre, qui donc dans le cadre du congrès de l'année dernière, de 2023, et puis
aussi bien avant à l'étude avec Xavier, on a beaucoup réfléchi à la question de l'accessibilité à la propriété et de voir s'il n'y avait pas des nouveaux modes d'accessibilité à la propriété. Donc il y a eu des réflexions sur le démembrement de propriété, sur l'accession progressive à la propriété, avec, on va dire, des sujets différents, des problématiques différentes, avec des outils, on va dire, sur lesquels on a réfléchi à droit constant ou avec des textes législatifs qui sont intervenus, avec des techniques qui n'avaient pas pour objet d'empêcher la spéculation, qui avait juste pour objet d'essayer de réduire le coût d'accessibilité, et puis d'autres objets, notamment le BRS qui se développe beaucoup, qui là avait pour objectif de réguler les prix. Donc sur la question de l'accessibilité à la propriété et de nouveaux modes de propriété, je pense qu'il y a eu beaucoup de réflexions depuis maintenant une quinzaine d'années, et on voit apparaître, pas encore de manière massive, mais on voit apparaître finalement des nouvelles manières de devenir, on va dire, propriétaire, c'est-à-dire pas propriétaire pour l'éternité, mais propriétaire au sens de sécurité. C'est-à-dire, je vais être sécurisé dans mon logement. C'est un peu le but de ces nouveaux modes d'accès à la propriété. Dans mon logement plutôt que dans mon investissement. C'est ça. C'est ça. Donc c'est vraiment tout ce travail qui a été fait depuis un certain nombre d'années. Alors on n'est absolument pas arrivé au bout du chemin, et notamment, je pense qu'il va falloir aussi avoir des retours sur tout ce qui a été fait, puisque en fait aujourd'hui on est au début d'une histoire, donc il va falloir comprendre s'il y a que des effets positifs, quels sont les effets négatifs, comment on les corrige, comment on massifie le dispositif, puisque aujourd'hui le démembrement de propriété via le BRS ou d'autres types de démembrement ou l'accession progressive à la propriété sont encore sur notre territoire très anecdotiques à l'échelle de l'ensemble des transactions. Alors ça, on va dire, c'est un premier, type de réflexion qu'il y a sur la question de la propriété. Autre type de réflexion que l'on a sur la propriété, où là, pour moi, on est beaucoup moins en avance que ce qui est fait sur la question de l'accession. Et là, c'est plutôt le congrès des notaires de cette année. C'est comment on traite la question du risque. Le Signal, le Pas-de-Calais, mais également tous les autres sites sur notre territoire à risque. Comment, parce qu'en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que tout le monde réfléchit beaucoup aux futurs projets, c'est-à-dire comment on construit dans des zones à risque, comment on évite de construire dans des zones à risque, comment on traite ces sujets par rapport aux ZAN dans le cadre des projets futurs. En revanche, la question des bâtiments déjà là et du traitement des bâtiments déjà là, il y a vraiment des mécaniques d'ingénierie juridique à mettre en place, et on va dire que ça va être les premiers grands travaux du Congrès des notaires qu'il faudra que vous écoutiez le 26 sur ce sujet-là. Ce sera le 26 septembre prochain, où les notaires sont en train de réfléchir à des outils permettant de sécuriser notamment les propriétaires touchés par les phénomènes d'érosion côtière. Parce que ce qu'il faut savoir, que quand vous êtes touché par un phénomène d'érosion côtière, à partir du moment où la mer vous aura submergé, eh bien, vous ne serez plus propriétaire, puisque c'est l'État qui sera redevenu propriétaire. C'est un phénomène du domaine public. Une fois que le domaine public naturel sera revenu sur la propriété, et l'État deviendra propriétaire. Donc, la question du traitement du déjà là est quand même quelque chose d'extrêmement important, et qui aujourd'hui n'est vraiment pas traité. Il y a eu le cas du Signal qui a été
traité de manière exceptionnelle. Sur tout le reste, aujourd'hui, aucune solution juridique réelle n'existe. Donc il y a un vrai chantier important. Et dernier point qui me paraît important sur la question de la propriété et sur la question de la valeur, je pense qu'il ne faut pas oublier l'outil du droit de l'urbanisme qui est un outil qui existe depuis très longtemps. Et bien sûr que l'urbanisme peut avoir des effets importants sur la valeur de l'immobilier. Je donnerai un exemple important en la matière, qui est la question, vous savez bien que notamment sur des territoires, on va dire très tendus, l'Île-de-France, Paris notamment, mais également tout le littoral touristique, le phénomène de l'hébergement touristique type Airbnb a eu comme conséquence d'augmenter fortement la valeur des biens et a entraîné des spéculations extrêmement importantes. Via le droit de l'urbanisme notamment, via aussi la réglementation de l'usage, etc., on peut fortement limiter les effets négatifs de cette augmentation de valeur, notamment par rapport au logement. Et donc il ne faut jamais oublier la force du droit de l'urbanisme et ne pas oublier aussi que depuis une vingtaine d'années, le droit de l'urbanisme, qui au départ était un droit qui ne s'intéressait qu'à l'extérieur, au volume, à ce qu'on construit, est un droit qui de plus en plus s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur des bâtiments et ce que l'on peut en faire. Et donc, les communes, les intercommunalités qui traitent de ces questions-là dans leur PLU ne doivent pas l'oublier. Elles ont beaucoup de capacités aussi à influer la valeur des immeubles. Merci beaucoup. Johan, est-ce qu'il y a des territoires que vous avez étudiés ou que vous avez envie d'étudier où le shrinking s'est retourné? C'est-à-dire, et par quel biais? Enfin, il y a des tas d'exemples en Europe où il y a eu des interventions publiques de dédensification, peut-être de réindustrialisation aussi, qui ont fait que des habitants sont revenus, ou en tout cas, la spirale infernale s'est arrêtée. Donc est-ce que vous voyez des politiques publiques de ce genre en France? Ça veut dire qu'il faut déjà reconnaître qu'il y a du shrinking. Alors, oui, il y a des politiques. Alors, les élus ne vont jamais dire qu'ils mènent des politiques d'accompagnement à la décroissance. Ça, ils ne peuvent pas le dire parce que de toute façon, c'est une matière politique inflammable. Hein. Dire que vous acceptez que vous avez perdu beaucoup d'habitants, voire que vous acceptez de stabiliser juste votre population, c'est impossible parce que, d'une part, on a un imaginaire extrêmement favorable à la croissance, on a des outils juridiques aussi qui favorisent la croissance, et de ce fait-là, c'est politiquement intenable et dans le discours public de dire on va accepter la situation de décroissance. Mais pour autant, ils vont quand même agir. Dans les cas que j'ai pu étudier, hein, ils mènent des politiques pour prendre en considération cette situation. La manière dont ils agissent, à partir d'enquêtes de terrain, j'ai étudié 6 études de cas pendant 10 ans en menant des entretiens semi-directifs auprès d'acteurs publics et parapublics de ces territoires. Et qu'est-ce qu'on voit sur leur modalité d'action? Premier élément, c'est d'essayer de stabiliser le fonctionnement du système local de l'habitat. Pour cela, qu'est-ce qu'ils font? Première intervention, ils mobilisent les organismes de logements sociaux pour qu'ils démolissent leur parc, parce qu'en fait, on a du financement pour démolir du parc de logement social, alors que c'est pas forcément le parc qui est le plus vacant, qui n'est pas forcément le parc le plus dégradé, mais parce que vu qu'il faut sauver le soldat propriétaire privé, eh bien, on va mobiliser une propriété parapublique ou publique, qu'on va démolir, ce bien public et parapublic, assez fortement, pour faire en sorte qu'on réduise la vacance au niveau global, on recrée une forme de tension sur le marché, dans l'imaginaire, et faire en sorte que, comme ça, on espère qu'à moyen terme, les valeurs locatives et les valeurs vénales réaugmentent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit assez massivement dans mes terrains d'études où, par exemple, j'étudie, par exemple, donc
la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne, où ils démolissent 700 logements sociaux, ils en reconstruisent 150. Et simplement, donc ça représente un 15% de l'offre de logement social de la commune qui est démolie, avec très peu de reconstruction, dans la perspective de stabiliser et de diminuer la vacance dans le parc locatif privé. Donc ça, c'est le premier raisonnement. Deuxième raisonnement, toujours dans la perspective de sauver le soldat propriétaire privé, on va subventionner le propriétaire privé pour qu'il réalise des travaux de mise aux normes de son logement, mais aussi on va financer le propriétaire bailleur sur de la sortie de vacances, sur de la réalisation de travaux. On va trouver des mécanismes pour essayer de remettre sur le marché son logement. Et puis aussi, on va intervenir en créant ce qu'on appelle, ce que les acteurs publics décrivent dans mes entretiens comme un effet levier. On va investir massivement sur les équipements publics, on va investir massivement sur les espaces publics, on va créer de nouvelles aménités urbaines dans la perspective de recréer une image positive, mais aussi de susciter l'investissement de ces propriétaires privés qui vont ramener potentiellement de la population. Ça, c'est un raisonnement un peu interne au secteur du logement. Et puis il y a un autre territoire qui a raisonné un tout petit peu différemment, qui est la communauté urbaine de Dunkerque, qui a dit, en fait, le problème de l'habitat dans notre territoire, c'est un problème économique. Et donc il faut investir sur la question économique. Et c'est comme ça qu'est née la politique de réindustrialisation très forte à Dunkerque, qui là a amené la création de 20 000 emplois à terme d'ici 2030, pour une agglomération qui a 70 000 emplois. Vous voyez, c'est énorme. C'est 34 000 même. Oui. Il y a des investissements qui sont un peu gelés, donc il y a une fourchette entre 33 000 et 20 000 emplois. Mais donc, et ça, typiquement, qu'est-ce que ça a produit? Ça a reproduit un investissement extrêmement important des propriétaires, un investissement de la promotion immobilière, ce qui est un tout petit peu étonnant dans ce choix de concentrer très fortement, c'est que là, l'offre existante n'est pas en mesure de répondre à la demande. Donc il faut de nouveau produire, il faut de nouveau remobiliser le foncier, il y a de nouveau des problèmes d'un quasi-marché tendu qui se font ressentir sur ce territoire, alors même que c'est un polder sous le niveau de la mer, qui a été touché par les inondations, et que cette absence de politique d'aménagement, on a concentré la réindustrialisation à Dunkerque, pour de bonnes et de mauvaises raisons, c'est sans prendre en considération qu'il y avait d'autres agglomérations en déclin dans l'ensemble des Hauts-de-France où il y avait énormément de vacances, mais on a préféré tout concentrer là, aussi pour des raisons politiques et énergétiques principalement. Mais donc, le levier économique et le levier d'un aménagement du territoire est peut-être un moyen de aussi stabiliser le fonctionnement de ces agglomérations. Alors sur ce sujet, je précise que Idéal a travaillé sur un thème qu'on a appelé plein emploi, plein logement, et sur lequel il y a 3 webinaires qui sont en accès sur notre site. Un petit peu de pub au passage. Sophie, je vous donne le mot de la fin parce qu'on parle de réparation, de perspective, etc. Alors, est-ce que vous avez prévu, est-ce que vous auriez une fiction sur la suite du Signal, son remplaçant ou une autre histoire? Vous êtes parti sur quoi? Non, c'était plutôt sur la question de la propriété. Finalement, moi, j'ai habité le Signal et j'ai été propriétaire du Signal par l'écriture, par l'imaginaire, par cette forme d'appropriation qui est faire en sorte que cet endroit, je l'ai habité, il m'a habité presque au sens d'être hanté de quelque chose. Donc, c'est d'autres façons aussi d'être propriétaire des lieux. C'est un petit peu comme j'ai appris il n'y a pas très longtemps que les oiseaux chantent leur territoire, c'est-à-dire que leur territoire c'est toute la distance, la présence de leur chant dans le territoire fait leur territoire. Donc ils se mettent en hauteur, comme ça on les entend plus loin, et partout où on les entend, c'est chez eux. Et quelque part, le poète, la littérature fait ça aussi, s'approprier les choses. C'est vrai que quand le Signal qui était ouvert aux 4 vents et dans lequel je pouvais entrer facilement, à un moment a été définitivement clos pour la période de travaux et de désamiantage et de confinement, et j'ai appris le mot avant l'autre.
à ce moment-là, il a été très surveillé. Il y avait un gardien qui s'appelait Angel. Voilà, ça c'est des choses qu'on adore quand on écrit des livres. Il était là avec son chien, on pouvait vraiment pas entrer. Donc la première fois, je suis arrivée, voilà, il m'a dit non, comme un videur à l'entrée d'une boîte de nuit, quoi, ça va pas être possible. Et j'ai eu une première réaction de dire comment, enfin, ça fait 5 ans, 6 ans que je viens, c'est chez moi. Et tout d'un coup, je me suis sentie dans la même situation que les propriétaires qui n'avaient Exproprié. qui étaient toujours propriétaires. Ils sont restés propriétaires jusqu'à la démolition, enfin jusqu'à le rachat par l'État qui a pris 9 ans. Donc tout ce temps où moi j'y entrais, alors que c'était interdit, j'entrais chez eux. Et là, tout d'un coup, avec ce gardien, je me retrouve à mon tour interdite d'entrer dans cet état de frustration. Après, il a fini par accepter que j'y rentre parce que je lui ai expliqué que voilà, c'était une autre histoire. Mais il y a aussi cette chose de s'approprier et d'habiter les lieux d'une autre façon aussi que par l'acte de propriété. Et la fiction permet comme ça d'être à la place des autres, d'être sur la notion de réparation aussi. Je sais que le livre a permis à certains propriétaires que j'ai rencontrés après, beaucoup m'ont parlé que ça les aidait à faire le deuil de leur voilà, de cette perte. Et le livre a rencontré aussi des choses comme ça sur des gens qui enfin des expériences qu'on connaît tous, d'avoir un chagrin à l'idée de quitter un endroit qu'on a aimé. Voilà, le livre a permis ça aussi et parle de ça aussi, de ces endroits-là. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Et on va passer tout de suite à la première carte blanche sans quitter la littérature. Et c'est Irène Béard, chef de projet à Idéal, qui va vous en donner lecture. Merci beaucoup.